R06. R06, la radio du Pays niçois. La radio du Pays niçois. Voilà, bah écoutez, on est belle séparation et belle d'écoute à Café des Écoutes. Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Café des Écoutes. On est content parce que le café est bien plein ce soir pour recevoir notre chouchou, monsieur Vincent Cosello, s'il vous plaît. Voilà, Vincent, on est très content de vous recevoir. Vous voyez, il y a la foule ce soir. Hein, le café n'est pas toujours rempli, mais là ce soir, il est bien rempli pour vous recevoir. Donc ça doit faire une certaine émotion. Oui, forcément, ça fait plaisir de revenir ici. Ça fait... Depuis que je suis parti, j'ai toujours pas plus de matchs de GC Nice dans ce stade. On a toujours des matchs en même temps, donc c'était compliqué toujours de revenir, mais ce soir c'est possible, donc je suis très content d'être là devant vous. Je remercie le GC Nice de leur invitation qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Alors Vincent, vous êtes né le 28 octobre 1995 à Grasse. Après, vous avez joué à la Roquette sur Siagne, à Cannes, et puis vous êtes arrivé donc au centre de formation de l'OGC Nice. Alors, parlez-nous un petit peu de ces 2-3 années au centre de formation avant d'intégrer l'équipe pro. Alors, j'arrive de Cannes, donc je suis 19 ans nationaux, je peux jouer encore en 19 ans, et j'intègre directement le groupe CFA pour jouer entre la CFA et les 19. Donc, j'ai commencé à jouer plus en 19, et c'est vrai que cette saison, elle a plutôt pas très bien débuté. J'ai une anecdote assez intéressante à souligner pour bien comprendre comment j'ai été adopté dans ce club. C'est que le premier match des 19 nationaux, on va jouer à Clermont. Je loupe 2 passes, on perd finalement 2-1. Et j'étais forcément mécontent dans le match, et les formateurs de l'époque, Thierry Malaspina et Manu Pires, qui m'ont vraiment très bien formé, m'ont dit: mais pourquoi t'es fâché contre ton match? On t'a demandé d'essayer de faire ces passes-là, tu les as manquées, on t'aurait engueulé si tu avais shooté le ballon devant. Nous, ce qu'on veut, c'est former des joueurs pour aller au-dessus, pas forcément pour gagner les matchs, pas forcément gagner les championnats de 19 ans nationaux. Donc, et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris que j'étais vraiment dans un processus de formation. Et je ne remercierai jamais assez ces 2 coachs d'avoir été leurs joueurs. Dans la saison 2014-2015, donc là vous êtes stagiaire et vous jouez, donc c'est Claude Puel qui arrive et qui vous donne votre chance. Vous jouez 7 matchs dans cette saison. Alors quel souvenir vous avez de ces 7 matchs, et notamment le premier entraînement? Parlez-nous du premier entraînement que vous faites avec les pros. Oui, alors justement, j'avais mon appart ici à Nice, et je me souviens de cette anecdote. Mon père est venu le soir, donc c'était un mercredi, puisque c'était un soir de Ligue des Champions. Il est venu donc chez moi, dans mon appartement à Nice. Et juste avant qu'il arrive, je reçois un appel du préparateur physique de la RES, qui était aussi super content. Le premier entraînement avec les pros, c'était le premier entraînement ici à l'Alliance Riviera. Donc juste avant l'inauguration du stade, et c'est vrai que j'en garde forcément un souvenir magnifique. Alors on va rappeler un petit peu l'équipe de l'époque. Carlos Eduardo, Jordan Amavi, Napalis Mendy, Valentin Esseri, Didier Digard, Alassane Pléa, Eric Lebec, Darius Vitalic. On termine 11e. Alors votre sentiment un petit peu de ce passage de la CFA à la Liga, il y a quand même un fossé entre les deux. C'est l'époque où vous jouiez en CFA aussi. Oui, bien sûr. Donc j'ai fait 7 matchs. Je me souviens qu'il y avait quand même un grand fossé. Mon premier match, c'était en Coupe de la Ligue contre Metz. J'entre à la 20e minute de jeu sur une blessure de mon capitaine Didier Digard. Et je me souviens, donc je rentre à la 20e, j'ai commencé à avoir des crampes à la 70e. Et finalement, ce match est allé après prolongation, donc de la 70e, je vais jusqu'à la 90, plus 60 minutes, 30 minutes pardon, de prolongation. Penalty que je n'ai pas tiré. Finalement, on a perdu malheureusement, mais j'en garde
un souvenir magnifique et c'est vraiment pour noter la différence d'intensité entre la CFA et le monde professionnel. Et puis vous jouiez avec un certain Mathieu Bonnemer, vous vous souvenez de Bien sûr, c'est pas devenu un ami aussi, qui est maintenant directeur sportif du Havre. Ouais. Et je crois que vous avez beaucoup appris à son contact. J'ai énormément appris à son contact, aussi à celui de Didier Ligard, mais Mathieu, qui est resté un peu plus longtemps, il m'a toujours pris sous son aile et il a toujours pris aussi tous les jeunes. Vraiment, ça a été un plaisir de pouvoir évoluer à ses côtés parce qu'il nous a toujours donné, en tout cas à moi, des conseils magnifiques et essayer de nous mettre dans les meilleures dispositions pour être le plus performant sur le terrain. Alors l'année suivante, donc 2015-2016, donc là vous signez votre premier contrat professionnel. Donc vous deviez être très content, je pense, de signer en club formateur aussi. Et puis donc c'est le 8 juin 2015, et là cette année vous faites une magnifique saison, vous jouez 35 matchs, 3 buts, 6 passes décisives. Alors parlez-nous un petit peu de ce carré magique là au milieu, entre Atem Ben Arfa, Papis Mendy et Mika Seri, comment vous étiez organisé, comment Claude Puel vous avez un petit peu organisé tactiquement? C'est dès le premier match de préparation, il nous a mis en place dans cette disposition tactique et ça a toujours fonctionné. On a de suite bien collé ensemble et le jeu qu'on proposait forcément plaisait à plus avoir joué. Et puis aussi, on avait aussi de très bons résultats. Donc c'est vraiment depuis le début de la préparation, on a commencé à enchaîner les résultats et finalement on a changé de disposition toute la saison. Et puis bon, parlez-nous un petit peu évidemment de votre ami Atem Ben Arfa que vous avez beaucoup apprécié lors de votre passage à l'OGC. Parlez-nous un petit peu de sa saison, comment ces relations que vous aviez avec lui aussi. Une saison magnifique qu'il a fait parmi nous. Mais quoi de dire de plus que ce qu'il a montré par ses accélérations, ses dribbles, ses buts, ses passes, et puis aussi son amitié dans le vestiaire. Vraiment, moi, j'ai pas compris, encore une fois, pour revenir sur les polémiques qu'il a pu avoir, les positions d'image qu'il a pu avoir dans la presse, parce que quand on prend la peine de vraiment connaître le garçon, c'est vraiment quelqu'un de très attachant. Peut-être un peu trop vrai pour le milieu du foot. Mais en tout cas, avec moi, il a toujours été très, très sympathique. Et puis sur le terrain, ce qu'il a fait, c'était du grand Atem. Alors il y a tous les ans le classement des meilleurs joueurs à la LFP, vous savez, les trophées UNFP en fait. Vous avez aussi les meilleurs espoirs, les meilleurs gardiens, donc il y a ces trophées. Et vous faites partie donc, de la catégorie des meilleurs espoirs de la Ligue 1. Donc pour dire que vous aviez effectivement à ce moment-là un niveau quand même qui était assez élevé. Et puis donc vous ne gagnez pas ce trophée, c'est Ousmane Dembélé qui gagne, je crois. Oui, Ousmane Dembélé qui sortait d'une très bonne saison aussi avec le Stade Rennais. Qui joue maintenant au PSG et en équipe, ce qui n'a pas été très bon d'ailleurs son dernier match. C'est notre ami. Alors, vous auriez pu jouer à sa place, ça aurait été sur la question. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. Alors c'est super joueur. Super joueur, magnifique. Vous faites une magnifique saison, tout le club fait une magnifique saison. On va reciter aussi ceux qui sont arrivés notamment et qui ont apporté aussi beaucoup. Michael Le Bihan, de qui vous êtes resté très proche, Jérémy Thier, qu'on a reçu récemment, Paul Beyss, Valère Germain, Maxime Le Marchand, qu'on a reçu aussi, Jean-Michel Seri, Ricardo Pereira et bien sûr Atem Ben Arfa. Et donc on fait une saison, on termine 4e. Donc on joue la Ligue Europa la saison suivante. Donc c'était... pour vous, c'était magnifique quoi, cette saison. Ça a été génial du début à la fin. Et finalement, c'est vrai que je me souviens de ce sentiment, le dernier match à Guingamp, finalement, on voulait que la saison se prolonge, parce qu'on prenait énormément de plaisir sur le terrain, et en dehors aussi, dans les vestiaires et à l'entraînement. Mais je me souviendrai aussi forcément de ce match à Saint-Étienne. Ouais. On se souvient tous. Avec la délivrance de Valère Germain sur son doublé et qui nous qualifie finalement pour la première Ligue des Champions depuis pas mal d'années pour le club. Est-ce que vous, sur le terrain, il y avait une plus grosse ambiance, vous pensez, pour ce Nice Saint-Etienne que par exemple contre l'Ajax ou contre le match du PSG quand il y a une 3-1 la saison suivante? Est-ce qu'il y avait vraiment la plus grosse ambiance ce jour-là, peut-être? Peut-être pas la plus grosse ambiance, mais pour moi en tout cas, émotionnellement, ça a été le summum forcément avec ces matchs contre l'Ajax et Paris, mais vraiment, si je dois retenir qu'un seul match,
serait vraiment celui-ci parce que c'était vraiment émotionnellement très fort. L'aboutissement de toute une saison et le soulagement d'être en capacité de jouer une Coupe d'Europe la saison d'après. Alors, saison suivante, donc, alors là, vous jouez 27 matchs. Vous faites encore une très belle saison, mais c'est Lucien Favre qui arrive à la place de Claude Puel. On se souvient que Claude Puel était parti. Il y a certains joueurs qui sont arrivés, notamment Dante, avec qui vous avez joué et donc que vous allez revoir ce soir, qui va vous faire un gros câlin. Oui, c'est le seul avec Romain Perrault qui est parti, qui est revenu, qui est encore au club. Et ouais, forcément, moi je suis très content de le revoir et de le voir à ce niveau-là. J'en doutais pas parce qu'il est vraiment quelqu'un de très, très pro et un super capitaine. Alors, il est arrivé aussi, on se souvient, Younes Belhanda, dans les buts Walter Benitez, William Cyprien, Malang Sarr qui monte de la CFA, enfin de la National 2 à l'époque, et Mario Balotelli. Parlez-nous un petit peu de l'arrivée de Mario. Comment vous avez vécu ça dans le vestiaire de l'arrivée de Mario? C'est quand même un personnage. Ah, c'est sûr, c'est un personnage. Déjà, quand on était avec l'arrivée d'Athènes, on avait été fortement gâtés par le président et par les équipes de recrutement. Ensuite, la saison d'après, donc comme vous l'avez dit, tous ces grands joueurs qui arrivent. Et c'est vrai que Mario avait une dimension supplémentaire que notamment j'ai pu constater en allant en Europa League à Krasnodar, en Russie, et il y avait énormément de gens qui voulaient pour Mario Balotelli, et j'ai vraiment compris sa dimension internationale ce jour-là. Alors cette saison-là, là c'est encore une magnifique saison, encore plus belle que la précédente, puisqu'on est champion d'automne, donc on espérait peut-être finir encore peut-être premier ou deuxième. On finit troisième, ce qui est quand même magnifique, puisque ça fait de nombreuses années qu'on n'avait pas terminé aussi bien classé. Et puis vous êtes, de votre côté, sélectionné pour 4 matchs en équipe de France Espoir, avec notamment dans l'équipe, il y avait Mike Maignan, il y avait Benjamin Pavard, Adrien Rabiot, enfin, il y avait vraiment une très belle génération. Une génération d'équipe de France qui joue en oui, de France A maintenant. Il y a beaucoup de champions du monde dans cette génération. Et c'est vrai que cette expérience en équipe de France, c'est génial. Partir en Ukraine, en Macédoine, en Irlande, en Italie, c'était vraiment des expériences géniales et pouvoir aussi une grande fierté. Vous avez déjà été sélectionné équipe de France, 17 et 19, je crois. 19 et 20, ouais, ça fait ça. C'est pareil. C'est pas loin. Il y avait notamment aussi Timéou Bakayoko, Corentin Tolisso dans l'équipe, et puis Aymeric Laporte qui maintenant joue avec l'Espagne. Ouais. Donc vraiment une grosse très très belle génération. Alors cette saison-là, donc on joue donc la Ligue Europa en début de saison, donc chaque 0-4, Salzbourg, Krasnodar, vous jouez 5 matchs sur 6, je crois, donc c'est quand même une belle expérience de jouer. Forcément, ça a été vraiment très formateur pour moi, parce que j'ai compris aussi que le niveau européen c'était autre chose que la Ligue 1, parce que finalement en Ligue 1, on marchait sur l'eau, on était quasiment invaincu, on a perdu un match sur la phase aller. Et puis en Europa League, on avait énormément de difficultés, on ne s'est pas qualifié sur cette phase de groupe. Mais ça a été vraiment formateur pour moi. Et puis finalement, on s'est concentré sur le championnat, on est tombé sur 2 autres cette saison-là, on fait le record de points du club aussi. Donc c'est vraiment une saison qui a été aboutie et je pense que les supporters aussi s'en souviennent. C'est clair. Alors saison suivante, donc il arrive Alain Saint-Maximin, Christophe Jallet, Pierre Lesmelou, Napalis Mendy, et vous jouez 15 matchs. En fait, là à ce moment-là, je crois que Claude Puel, Lucien Favre, en fait, vous avez demandé un petit peu de changer, notamment la saison aussi d'avant, par rapport au relais sur le terrain. Vous veniez de chercher les ballons un petit peu trop derrière. C'est ce qu'il vous avait un petit peu dit, fait comprendre par la vidéo notamment. Oui, j'ai énormément progressé au niveau de mon positionnement avec lui, avec ses adjoints, Fred Joria et Adrien Boursea. Sur mon positionnement sur le terrain, c'est vrai qu'il voulait des numéros 8 qui fassent plus de courses en profondeur, chose que je faisais moins que d'autres joueurs. Oui, vous cherchez le ballon trop bas en fait par rapport à. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais j'ai quand même beaucoup joué sur cette phase aller parce que je joue 15 matchs sur 19. Il y avait aussi des matchs d'Europa League où on fait une bonne prestation parce qu'on se qualifie pour le tour d'après, les 16e de finale.
Et finalement, c'est là que mon aventure avec le GC Nice s'arrête. Alors on va revenir sur deux grands membres. Parlez-nous un petit peu de ces deux matchs, comment vous avez vécu ce déplacement là-bas dans un magnifique stade à Amsterdam. C'est vrai que c'était vraiment génial de tomber sur l'Ajax qui venait perdre la finale de l'Europa League contre Manchester United, donc c'était une très grande équipe déjà, encore toujours. On a fait 1 ici, on avait fait un bon match, mais c'est vrai que la qualification là-bas avec toute l'atmosphère du stade, c'était simplement incroyable. Je pense que c'est mon plus grand souvenir footballistique, même encore plus que Saint-Etienne, parce que c'était vraiment une qualification dans un endroit hostile pour nous. Il y avait le parcage visiteur qui était bien rempli, il y avait énormément d'ambiance, beaucoup de pression. Ils ont mis énormément de pression et finalement la délivrance quand on se qualifie pour ce tour préliminaire de Ligue des Champions, on peut enfin entendre la musique. Oui. La musique. On en avait tous rêvé, et c'est vrai que d'entendre cette musique, tous les supporters qui sont là, forcément d'entendre cette musique contre Naples, c'était quelque chose d'extraordinaire. On nous l'aurait dit ça 2 ans avant, on n'aurait jamais cru qu'on pourrait un jour entendre cette musique. La beauté du football, que tout est possible. Et puis là, donc ce match, vous le terminez moyennement bien, puisque vous prenez un carton rouge. Ouais, ce match comme quoi vous êtes dur aussi sur l'homme, mine de rien. Puisque vous mettez, là après vous mettez le pied sur c'est un petit peu involontaire le pied que vous mettez sur la cheville du joueur. Ouais, c'était complètement involontaire. Moi je pensais même pas qu'il y avait faute pour tout vous dire. Puis après je vois qu'il met la main dans la poche, donc je me dis bon, carton jaune, bon, tant pis. Et puis finalement je sors le rouge, je comprends pas. Suite à ça, la Sampdoria prend aussi un carton rouge. Donc on perd 2-0 là-bas, mais je pense qu'on avait quand même atteint notre plafond et c'était quand même meilleur que nous. Et puis sur le match retour ici, c'était... Donc vous êtes suspendu forcément. Je suis suspendu, donc c'est vrai que j'entends la musique des tribunes et pas du terrain, mais c'était vraiment un spectacle fantastique. Pour moi en tout cas, j'ai vraiment été très fier d'avoir pu apporter ça aux supporters. Alors, donc à la trêve, on le sait, vous partez donc jouer à Cologne en Allemagne, c'est une nouvelle expérience pour vous, où vous signez pour 3 ans. Ensuite, vous allez donc jouer au Paris Football Club, au National au Portugal, à Ostende en Belgique. Et puis vous me disiez qu'aujourd'hui, vous sentiez plus fort physiquement, techniquement, tactiquement qu'à l'époque où vous étiez à l'OGC Nice. Donc est-ce qu'il faut maintenant que vous soyez au bon endroit au bon moment pour pouvoir continuer votre carrière et continuer d'évoluer? Déjà, je pense que ma carrière a fantastiquement démarré. J'étais vraiment au meilleur moment, au bon endroit, au meilleur endroit. J'avais des formateurs qui étaient géniaux. J'avais un coach qui donnait la chance aux jeunes et je le remercierai jamais assez à Claude Puel. Donc c'est sûr que cette histoire de timing, ça fait énormément. Oui, c'est vrai aussi que je me sens meilleur techniquement et tactiquement sur le terrain, plus de compréhension encore du jeu. Donc voilà, c'est un peu frustrant que finalement j'ai pas pu continuer sur ma si belle lancée. Mais finalement, c'est l'histoire de ma carrière, chacun a sa carrière. Et moi, je suis très content d'avoir pu vivre de très belles émotions et je suis sûr qu'il y en a plein encore à venir. Et on pourrait peut-être, vous ne pourriez pas rappeler votre ami Mathieu Bonnemer, qui est maintenant directeur sportif du Havre, pour aller rejoindre Gauthier Euris au Havre. Je pense que ça serait une très bonne idée. Donc nous on a son téléphone, on va peut-être l'appeler. Il est venu à votre place il y a 1 an, donc on va faire le forcing. C'est gentil, mais en tout cas, moi j'ai toujours eu bon contact avec Mathieu, avec Gauthier. Moi, quand je le voyais à la télé en tant que consultant, Mathieu, il avait toujours des analyses très pointues. Donc je lui disais qu'il faudrait qu'il passe de l'autre côté. Il me disait t'inquiète, ça va venir. Et finalement, j'étais persuadé que dans son rôle de directeur sportif, il allait faire des merveilles. Ça va être première saison. Oui, la première saison, le Havre monte de Ligue 2. Ça fait longtemps qu'ils font Ligue 2, le Havre. Ouais. Ils font un début très correct de championnat. Alors on va passer aux questions des supporters. Alors nous on vous souhaite bien sûr de retrouver un club à la hauteur de votre talent. Et donc on va vous applaudir bien fort et on va passer aux questions des supporters.
après, quel est ton plus beau but ou tes plus beaux buts? Moi, j'en ai retenu deux, la saison 2015-2016. Un contre Saint-Etienne, le 1-4, et le 3-0 contre Lyon. Ouais. Pour moi, le plus beau, émotionnellement, celui que je préfère, c'est forcément celui contre Saint-Etienne. Ah ouais. J'y étais. À Saint-Etienne. Ah ouais. En plus, c'était la première en Ligue 1. Et puis ce jour-là, on a démontré vraiment, puisque c'était dimanche soir sur Canal+, donc il y avait beaucoup de gens qui regardaient le match, on a vraiment compris. Je pense que la France du foot a vraiment compris qu'on avait une très bonne équipe à ce moment-là. Merci. Eric. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Je voulais savoir ce que tu as pensé du parcours de l'entraîneur Didier Digard avec qui tu as joué sur le terrain. J'ai trouvé que son intérêt finalement était plutôt positif, notamment au début. Et moi, je ne le connais pas comme entraîneur, mais je le connais comme capitaine et comme meneur d'hommes. Et je sais comment il est dans un vestiaire, et je suis sûr qu'à l'avenir, ça peut devenir un très grand entraîneur. Salut Vincent. Salut. Jouer au Havre, nous on s'en fout. Tu veux pas revenir à Nice plutôt? C'est un rêve, comme je l'ai dit, c'est mon club de cœur, avec mon père et même ma mère une fois, tous les deux voir un match au Ré. Donc forcément c'est mon club de cœur. Et moi de toute façon je suis tout cœur supporter de l'OGC. Salut Vincent, je suis ton plus grand fan. J'ai vu que beaucoup de gens t'ont dit ça, mais je t'ai suivi dans tous tes clubs, Cible Nationale, Ayrton, tout ça. Donc j'arrive pas trop à savoir ce que tu vis à Ostende en fait en ce moment. Qu'est-ce que je vis? Non, c'est une expérience de plus. Je suis arrivé dans ce club-là, on est en première division finalement. J'ai eu aussi des choix de coach qui n'ont pas été en ma faveur. Et puis là, je sors d'une bonne préparation qui s'est terminée malheureusement par des petites blessures, des petits problèmes. Là, je me sens de mieux en mieux. J'espère quand même retrouver un beau projet et me sentir aussi à 100% physiquement pour pouvoir jouer mon meilleur niveau. Salut Vincent, juste là. Salut. J'espère que tu vas bien. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est quitté à l'entraînement. Ça fait 5 ans. Je me rappelle, tu m'avais donné une paire de crampons Adidas violettes. Je l'ai encore. En 40, bon, elles ne me vont plus malheureusement, mais elles sont bien accrochées. On a passé de bons moments à l'ancien centre d'entraînement. Il y avait une proximité, c'était juste magnifique. C'était les plus belles années pour moi de l'OGC Nice. Avec Ben Arfa, qui était dans l'équipe. Il y avait Papi Mendy, Mamadou Traoré, Mika Seri. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Tu as joué avec des super milieux de terrain. Mamadou Traoré, je le trouvais exceptionnel quand il jouait, même s'il était souvent blessé. Ouais, c'est vrai. Mika Seri était très fort, Papi Mendy. Avec lequel tu as préféré jouer à l'époque? C'est une question compliquée, vraiment compliquée. Non, j'ai aimé jouer avec tous. T'en as aussi oublié un, Ouglan Cyprien. Et puis pour parler un peu plus devant, Valentin Srick, Younes Belanda, forcément Atem Ben Arfa. Non, j'ai aimé jouer avec tous ces joueurs-là. Mais non, je sais pas, franchement, je ne peux pas très répondre à cette question. Je pense qu'on avait aussi trouvé un trio. Non, en fait, non, je peux pas dire, parce que quand je dis le trio Mendy, Seri, Kosiello, je peux dire pareil aussi du trio Cyprien, Seri, Kosiello, ou de chaque trio, en tout cas, ou quatuor, ça a été un vrai plaisir de jouer avec tous ces joueurs-là. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors je voudrais juste revenir sur un match
en particulier, celui contre Caen où malheureusement Winan se blesse gravement au genou. Est-ce que si les deux joueurs, Cyprien et Cléa, se blessent pas gravement, est-ce qu'on aurait pu finir encore plus haut, voire même décrocher nos titres qui nous échappent depuis 59 quand même? Ouais, non, honnêtement, je pense qu'on était à notre top, on a tout donné, on a fait la saison géniale. Je pense qu'on perd 4 matchs sur la saison, on fait un record de points, on perd 4 matchs, dont 2 sur les 3 derniers matchs, parce que finalement on n'avait plus rien à jouer. Et je pense tout simplement que devant nous, on est charbonné à toute vapeur, et c'était. Finalement, on termine avec un. Il y a eu des champions dans l'histoire de la Ligue 1 avec notre nombre de points à la fin de la saison. Donc on a fait une très bonne saison, c'est juste que finalement Monaco et Paris étaient meilleurs et on fait encore une meilleure saison que nous, et des choses qui finalement Monaco n'a vraiment pas volé son titre. Alors dernière question. Bonjour Vincent. Bonjour. C'était quoi votre objectif du début de saison de 2016-2017? Alors, 2016-2017, c'est la saison terminée 3e. C'est la saison où on doit signer. Que je ne sais pas de bêtises. Oui, on finit 3e, c'est celle-là. 2016-2017, on finit 3e. 2016-2017, on finit 3e. Non, notre objectif, on n'avait pas vraiment d'objectif établi. Oui. Ah, c'est la saison historique. Voilà. Oui, je me souviens, on était avec Cardi. Oui, ça date. Ouais. Non, mais en tout cas, je me souviens de cette séance. On n'avait pas vraiment d'objectif, pour revenir à la question, on n'avait pas vraiment d'objectif établi, juste de prendre du plaisir, d'en donner et de terminer le plus haut possible. Et puis même pendant la saison, on ne s'est pas jamais trop pris la tête avec des objectifs de classement en fin de saison. On voyait que ça tournait plutôt bien. Donc on était simplement contents et chaque plateau dans le foot, on prenait match après match. Écoutez Vincent, on vous remercie 1000 fois. Merci beaucoup. Alors, là, ça va faire un petit peu différemment des autres fois. On va faire d'abord une première photo pour le site officiel. Donc, en fait, Vincent va venir, il va s'asseoir ici.